merci de nous retrouver pour cette table ronde autour de l'économie circulaire et tourisme au service de modèles territoriaux durables. Alors pendant une petite heure, nous allons voir comment l'économie circulaire peut infuser le tourisme et devenir un modèle d'avenir pour le secteur. Autrement dit, comment passer d'une économie linéaire qui consiste à prendre, consommer et jeter à une économie circulaire plus respectueuse de l'environnement. Alors pour nourrir cette réflexion et apporter quelques pistes de réponse, nous accueillons Sophie Plassard en visio. Bonjour. Vous êtes chargée de mission entreprise B2C à l'ADEME Bretagne, notamment auprès des entreprises du tourisme, même si vous intervenez auprès d'autres acteurs. Nous accueillons également Sophie Simon, qui est avec nous à Rennes. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes chargée de mission économie circulaire au service environnement de la région Bretagne. Tout à fait. Et enfin, Pierre Georgin, chargé d'études et de formation au sein de l'entreprise sociale circulaire. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors Pierre, on va commencer avec vous. Vous avez rejoint Circulaire en 2018, donc Circulaire qui est une entreprise sociale, je le disais, qui a pour ambition de construire le premier réseau mondial des startups de l'économie circulaire. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore familiers avec ce concept dont on entend beaucoup parler, est-ce que vous pourriez définir d'une façon très simple ce qu'est l'économie circulaire ? Oui, bien sûr. Écoutez, merci encore de me recevoir. Ravi de retrouver nos interlocuteurs en région Bretagne, avec lesquels on a travaillé notamment l'année dernière sur la thématique du tourisme durable et le lien avec l'économie circulaire. Donc, je vais pouvoir vous partager un petit peu quelques apprentissages qu'on a pu avoir de ces temps d'échange avec les acteurs bretons sur l'économie circulaire. Donc, effectivement, je travaille pour la structure circulaire. Donc, vous l'avez bien dit, Swen, on est le premier réseau international des entrepreneurs de l'économie circulaire. Notre mission, c'est vraiment de faire le pont entre des porteurs de solutions. Il y en a de plus en plus, ça c'est vraiment la bonne nouvelle, en France, à l'international, et en France, y compris en région, et notamment en région Bretagne, qui portent des solutions sur tous les niveaux de l'économie circulaire. On va pouvoir y revenir. Donc, faire le pont entre ces porteurs de solutions et puis des organisations publiques ou privées qui souhaitent passer à l'économie circulaire, qui ont compris que c'était un modèle d'avenir, mais qui n'avaient pas forcément les moyens ou qui n'avaient pas forcément les bons contacts, les bons réseaux pour pouvoir trouver ces porteurs de solutions qui apportent cette transition très concrète. Et du coup, effectivement, vous l'avez dit, pour revenir sur le modèle de l'économie circulaire, c'est important de revenir sur le modèle actuel, parce que notre économie est globalement basée sur un modèle assez linéaire issu de la révolution industrielle, dans lequel, vous l'avez très bien dit, Swen, on extrait des ressources de notre planète pour produire des produits qu'on va proposer à des consommateurs qui vont ensuite, en fin de vie, les jeter, idéalement, potentiellement, pour envie d'être recyclés, mais très, très largement encore pour être enfouis ou incinérés. Ce modèle-là, il partait de deux postulats. C'était qu'on avait des ressources infinies dans lesquelles on pouvait puiser, et puis qu'en fin de chaîne, les pollutions, les déchets qu'on allait pouvoir produire allaient être pouvoir absorbés par notre planète. Or, ce n'est évidemment pas le cas, comme tout le monde le sait. On est sur une planète aux ressources finies. Vous avez sans doute entendu parler du jour du dépassement, ce jour de l'année à partir duquel les activités humaines ont utilisé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an. Et du coup, cette année, c'était au 22 août. Ça veut dire qu'après le 22 août, on puise dans les réserves non renouvelables de la planète. Et c'est pour ça que chaque année, on utilise l'équivalent de 1,8 planètes en termes d'utilisation de ressources dans le monde. Et à l'autre bout de la chaîne, on a une croissance exponentielle des déchets dans le monde. Il y a une étude de la Banque mondiale qui montrait qu'au rythme de production actuel, d'ici 2050, on aurait une augmentation de 70% du volume des déchets dans le monde. Est-ce que cette production de déchets, malgré tout, elle ralentit un petit peu ces dernières années ou pas du tout à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale, pas du tout. On est clairement sur une croissance très forte et c'est pour ça qu'on arrive sur ce chiffre de plus 70% d'ici 2050. Après, dans nos pays à nous, par exemple, la croissance des ordures ménagères, heureusement, diminue fortement ces dernières années. Donc, on est en train de basculer plutôt vers des déchets qui sont davantage recyclables. Pour autant, on verra, le recyclage, ce n'est pas forcément le meilleur élève de l'économie circulaire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avant ça.
Et donc avec l'économie circulaire, il s'agit d'éviter cette production de déchets. On est bien d'accord? Oui, tout à fait, absolument. Et peut-être juste pour revenir sur voilà, l'absurdité de ce modèle d'économie linéaire et le lien peut-être avec le tourisme. Là, c'est une image que j'ai prise d'un documentaire qui m'avait beaucoup marqué sur Arte, qui s'appelait La guerre du sable. Et ça montre, donc là, on est au Maroc, pas très loin de la ville touristique de la ville côtière de Larache. Et voilà, pour nourrir l'industrie hôtelière notamment et l'industrie du bâtiment au Maroc, il y a toute une exploitation du sable qui est nécessaire pour produire du béton, pour produire voilà, ces installations touristiques, ces installations hôtelières. Sauf que pour produire le sable, on a toute une industrie, y compris illégale, qui va puiser directement dans les ressources. Donc très concrètement, ils vont sur la plage puiser dans le sable pour produire cette ressource. Et on voit évidemment l'absurdité d'aller puiser dans la plage pour lesquelles peut-être les touristes vont venir au Maroc pour pouvoir construire des installations hôtelières. Donc on voit vraiment que l'économie circulaire, c'est d'abord une économie de la préservation de la ressource. Et ça, je pense que pour l'industrie touristique, c'est absolument central. Donc ce modèle de l'économie circulaire, très concrètement, là, c'est un schéma, et je m'en excuse, il est en anglais, mais je vais vous l'expliquer, schéma assez connu de la Fondation Ellen MacArthur, qui montre que tout en haut, on a l'exploitation de matières premières, le processus de haut en bas de production de produits qui vont être consommés. Et dans une économie linéaire, on va aller directement tout en bas vers soit l'incinération, soit l'enfouissement des déchets. L'idée de l'économie circulaire, c'est de recréer des boucles pour éviter de tomber dans cette production de déchets non revalorisés. Donc créer des boucles et des boucles les plus petites possibles. Donc vous voyez sur la droite qu'il y a la boucle du recyclage qui est la plus longue des boucles de l'économie circulaire. Avant ça, on peut, à partir des produits existants, peut-être les maintenir en usage les plus longtemps possible, les réutiliser le plus longtemps possible, etc., avant de penser à éventuellement leur recyclage. Très bien. Peut-être en quelques mots, les bénéfices rapidement de l'économie circulaire en termes d'émissions de CO2. Il y a une étude de la Fondation Ellen MacArthur qui montrait que si on passait à l'économie circulaire sur 4 matériaux principaux, y compris le béton d'ailleurs, on aurait une réduction à l'échelle mondiale de 40% de la production de CO2. Donc on est sur des impacts massifs. En termes de création d'emplois, ça c'est issu de la feuille de route nationale sur l'économie circulaire. Cette feuille de route visait plus de 300 000 emplois créés au niveau national. Et puis, c'est des opportunités économiques, c'est des coûts moindres pour les entreprises, puisque plutôt que d'aller chercher des nouvelles matières premières vierges, on va essayer d'utiliser les ressources existantes, les ressources déjà en circulation dans l'économie. Et du coup, à l'échelle de l'Europe, par exemple, sur les biens de consommation courante, il y a cette étude de la Fondation Ellen MacArthur qui montrait que vous pouvez économiser chaque année 630 milliards d'euros sur l'achat de matières premières. Donc voilà un peu les bénéfices de l'économie circulaire. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, en effet, on le voit, il y a des bénéfices économiques, mais l'un des arguments qui est souvent opposé, c'est qu'il y a aussi, en France notamment, beaucoup de réglementations qui viennent empêcher finalement d'entrer dans ces dynamiques d'économie circulaire, en termes de sécurité, par exemple, pour le bâtiment, etc. Est-ce que ce sont des arguments que vous entendez, ou est-ce que, d'après vous, ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui parce que l'appareil législatif réglementaire est en train de s'adapter pour prendre en compte, par exemple, l'utilisation de matériaux de seconde main? Oui, tout à fait. J'allais dire, la réglementation, c'est plutôt un facteur, un moteur actuellement sur l'économie circulaire. Il y a la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été promulguée l'année dernière, et elle permet de clarifier notamment ces thématiques d'incorporation de matières recyclées. Je pense que c'est ce à quoi vous faites référence, cette problématique de normes finalement qui empêchait avant cela effectivement l'incorporation de matières recyclées dans des processus, y compris dans le bâtiment par exemple. Ou de matériaux vernaculaires, par exemple? Exactement. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être clarifiées. Ce qui est sûr, c'est que la réglementation, elle pousse à plusieurs niveaux. Elle pousse en termes d'interdiction sur l'utilisation, notamment, on pense beaucoup au plastique et au plastique à usage unique. Elle pousse aussi en termes d'incitation avec des processus, des systèmes de bonus-malus, pardon, sur justement l'incorporation de matières recyclées dans les nouveaux produits. Et puis, il y a aussi
toutes les incitations financières qui vont arriver, notamment avec le plan de relance qui sera piloté par l'ADEME. Tout à fait. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, vous travaillez notamment sur le tourisme avec le CRT Bretagne depuis l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre mission pour qu'on comprenne un petit peu ce que fait Circulaire? Bien sûr. Alors, pour comprendre ce que fait Circulaire, je vais vous partager de nouveau mon écran, si j'y arrive. Hop. Donc, on intervient à 3 niveaux au niveau de nos partenaires. Il y a pour nous vraiment 3 phases pour favoriser la transition des organisations en général vers l'économie circulaire. Il y a une phase de sensibilisation, d'éducation, on peut dire, sur l'économie circulaire, et elle reste quand même largement nécessaire. Je pense que dans le domaine du tourisme en particulier, parce que c'est un domaine dans lequel les structures touristiques n'ont pas forcément les moyens et ont des difficultés à avoir accès à l'information sur les opportunités qu'apporte notamment l'économie circulaire. Ils n'ont pas forcément des responsables du développement durable ou de la RSE comme dans les grandes entreprises. Donc il y a cette nécessité de sensibilisation et de montée en compétence des acteurs du tourisme sur l'économie circulaire. Là, on intervient aussi dans la mise en relation entre les acteurs, donc ça, je l'ai dit, entre les porteurs de solutions et puis les organisations. Puis on accompagne très concrètement des projets d'économie circulaire, des projets pilotes. Et peut-être pour revenir sur ce qu'on a pu faire avec le CRT de Bretagne, je vais revenir sur un peu les principaux apprentissages de l'économie circulaire appliquée au tourisme. Et pour nous, il y a un peu 5 grands piliers sur lesquels les acteurs du tourisme peuvent travailler pour passer à une économie circulaire. Le numéro 1, et c'est peut-être le plus important, c'est l'éco-conception. On entend beaucoup de parler d'éco-conception quand on parle d'économie circulaire. Ce n'est pas forcément très clair et très concret pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de penser à l'ensemble du cycle de vie des services touristiques qu'on va proposer afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Donc, et ça peut être appliqué à l'ensemble des services qu'on va proposer en tant que structure touristique. Donc, se poser la question sur l'ensemble du cycle de vie. Ça, c'est très important. Sur l'approvisionnement durable, ça c'est peut-être l'élément le plus concret sur lequel les acteurs du tourisme peuvent travailler. C'est le choix des fournisseurs, le choix des matériaux, qu'il s'agisse du mobilier ou du textile. Donc c'est faire des choix pour soi-même, pour sa propre structure, et c'est aussi encourager des nouveaux modes de consommation pour les voyageurs, les touristes qui vont venir séjourner dans nos hébergements, dans nos structures touristiques. Voilà, donc ça en proposant des services, peut-être une nouvelle expérience de consommation à l'occasion d'un séjour touristique. C'est aussi beaucoup travailler sur les mutualisations. Donc là, l'idée, encore une fois, de l'économie circulaire, c'est déjà de faire avec l'existant et d'essayer d'utiliser au maximum les ressources dont on dispose actuellement. Et donc, être dans une logique de partage entre les prestataires à une échelle locale, a priori, idéalement. Donc, de mutualiser les services qu'on va pouvoir proposer aux voyageurs, aux touristes, plutôt que de chacun dans son coin proposer le même service. Et puis, pourquoi pas mutualiser entre les prestataires et les usagers aussi. Les usagers peuvent être aussi acteurs de leur séjour touristique et proposer eux-mêmes des ressources à mutualiser. Peut-être un 4e élément, c'est celui auquel on pense le plus directement quand on pense à l'économie circulaire, c'est être dans une logique des 3 R. Ça, c'est peut-être principalement lié à la gestion des déchets. Et vous voyez que ce n'est pas forcément la première chose sur laquelle j'ai voulu insister. Évidemment, une fois qu'on a des ressources à disposition, il va falloir essayer de réduire leur utilisation, essayer de les réutiliser au maximum et éventuellement essayer de les recycler en fin de vie. Mais c'est, encore une fois, il y a tout un processus en amont avant de penser au recyclage des déchets. Et puis enfin, la communication. Je l'ai ajouté parce que c'est revenu très fort dans les webinaires qu'on a pu organiser sur le tourisme. C'est vraiment communiquer sur sa démarche de façon transparente et authentique. Être transparent sur ce qu'on a réussi à mettre en place et ce qu'on n'a pas encore potentiellement réussi. Est-ce que sur certains approvisionnements, on n'a pas réussi à trouver le matériau qu'on aurait souhaité ou le fournisseur idéal, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de montrer aux voyageurs que voilà, on est dans une démarche positive, proactive, et puis authentique dans le sens où
idéalement, il faut que ça vienne d'un vrai engagement personnel des porteurs de projets. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel en termes de communication pour vraiment engager les voyageurs. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces explications et pour ces conseils. Alors, je vais me tourner vers Sophie, puisque vous avez travaillé ensemble, donc ça doit vous rappeler quelque chose. De bons souvenirs, en De effet. bons souvenirs, c'est ça. Alors, la région Bretagne a justement adopté en juillet 2020 sa feuille de route de l'économie circulaire pour les 4 ans à venir. Et le tourisme a été choisi pour montrer la voie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. Donc, comme le spécifiait Anne Gallo hier lors de son discours d'introduction, la région Bretagne est fortement engagée sur les sujets de tourisme durable depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc, l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs publics ou privés, les associations investies dans ce secteur d'activité, ont travaillé conjointement sur les sujets de transition. Et on l'a bien vu lors des travaux réalisés dans le cadre de la Brescop, la COP 21 à l'échelle bretonne. Les acteurs bretons étaient vraiment très présents pour proposer des initiatives et donner leur avis sur les objectifs en fait, à engager en termes de transition sur le territoire breton. Et donc ça c'est dans le domaine de l'économie circulaire. Pour faire un lien avec l'économie circulaire, ça s'est traduit par deux objectifs clés. Le premier objectif, c'est d'engager la région Bretagne vers une trajectoire, on va dire, zéro déchet en 2040. Donc un objectif assez ambitieux. Et l'autre objectif, c'est d'accompagner en fait les entreprises, donc ça peut être les entreprises du tourisme, vers des modèles économiques plus vertueux, de nouveaux modèles économiques. Et comme le précisait Pierre Georgin à l'instant, on parle notamment d'éco-conception ou d'économie d'usage. Voilà. Et l'autre point qui est vraiment très, très fort, le dernier point, c'est finalement que dans le domaine du tourisme, l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités ou les entreprises, ont vraiment leur rôle à jouer. Pour donner l'exemple des collectivités, les destinations touristiques, les offices de tourisme, les services tourisme des collectivités vont pouvoir travailler main dans la main avec, par exemple, leurs collègues en charge des déchets pour lancer une campagne de communication visant à sensibiliser les touristes des îles, par exemple, l'été, sur l'enjeu de ne pas jeter ces déchets en pleine nature. Ils vont être amenés à travailler, par exemple, avec les services de l'aménagement pour faire en sorte que sur des gros projets d'aménagement touristique, on puisse éco-concevoir un bâtiment, le penser avec des matériaux biosourcés, penser les enjeux d'économie d'eau, d'énergie, etc. Donc, bon, je donne l'exemple de l'aménagement, je donne l'exemple des déchets, mais on peut aussi transposer ça au secteur de la mobilité. Le service touristique peut également travailler avec le service de la mobilité pour promouvoir une mobilité plus douce et plus verte et moins émissive en gaz à effet de serre. Donc on voit bien que les collectivités ont leur rôle à jouer, mais aussi les entreprises. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui nous a vraiment donné envie de booster vraiment l'économie circulaire dans le secteur du tourisme, parce que les entreprises proposent depuis longtemps déjà, hein, c'est pas nouveau. Avant on parlait de tourisme durable, maintenant on parle plus de tourisme circulaire, mais les entreprises, dans le cadre de leurs projets d'hébergement éco-conçu ou de restaurants limitant le gaspillage alimentaire, par exemple, le font depuis longtemps. Voilà, le font depuis longtemps. Et alors, justement, comment la région les accompagne ? Est-ce qu'il y a des dispositifs financiers ? Évidemment, oui. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Oui, bien sûr. Déjà, pour vous donner quelques informations sur le rôle de la région, comme l'a spécifié Pierre tout à l'heure, il y a une loi qui est passée en 2020 et qui donne déjà le rôle aux régions de coordinateur et de pilotage régional de la démarche d'économie circulaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là déjà qu'on a commencé à travailler, qu'on a structuré la démarche avec les acteurs du tourisme. Et on a voté en 2020 une feuille de route, qui est une feuille de route très opérationnelle, qui est composée d'une vingtaine d'actions, 22 actions précisément, qui vise vraiment à booster, en fait, à piloter quelques projets très concrets, main dans la main avec des partenaires. Sur la partie touristique, en tant que telle, on a 2 actions sur 22, ce qui n'est pas rien. On a d'une part chercher à accompagner les acteurs du tourisme, donc aussi bien les collectivités que les entreprises, associations, etc., les accompagner à mettre en place des projets d'économie circulaire, parce que c'est souvent des projets d'innovation qui nécessitent de l'accompagnement, de la mise en réseau, et donc on a travaillé sur ce champ-là, et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a collaboré avec le comité régional du tourisme,
et bien évidemment Pierre Georgin et les équipes de l'ADEME et de Sensation Bretagne l'année dernière. Donc ça s'est traduit par des webinaires très concrets de sensibiliser. Ouais, voilà. L'idée, c'était vraiment de transmettre un panorama un peu général de l'économie circulaire appliquée au champ du tourisme et d'avoir des focus très spécifiques sur l'hébergement, la restauration et la protection du littoral. Donc c'est des webinaires que vous pouvez retrouver sur le site du Comité régional du tourisme. Et l'autre action de la feuille de route sur le champ du tourisme, c'est de permettre aux acteurs d'avoir des financements, d'avoir un petit coup de pouce, un petit appui pour lancer des projets d'éco-circulaire. Donc ça touche aussi bien les collectivités que les entreprises. Et donc c'est mettre en cohérence l'ensemble des fonds qu'on peut avoir dans le domaine public pour lancer des appels à projets et les faire connaître auprès des cibles touristiques. Voilà. Très bien. Vous avez déjà des demandes Oui, ce qu'on voit, c'est que depuis, j'ai envie de dire depuis 1 an, depuis la crise sanitaire, on a vraiment de plus en plus de porteurs de projets qui nous sollicitent. Donc ça peut être des collectivités qui ont pris des services du tourisme, par exemple, qui aimeraient bien s'engager sur des sujets de développement touristique. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà une bonne dynamique régionale qui est portée par l'appel à projet de territoire économo-ressources, qui est un appel à projet porté par l'ADEME Bretagne. Donc là, on voit que déjà, on a beaucoup de sollicitations côté secteur public et aussi côté entreprise. Voilà, il y a des gros et des plus petits projets, mais tout aussi intéressants. Et beaucoup de start-up aussi qui se créent. On voit beaucoup de start-up qui se lancent et qui proposent des petites solutions alternatives au plastique zéro déchet, par exemple, etc., qui peuvent être des solutions vraiment très intéressantes dans le domaine de la restauration. Oui, et de la restauration à emporter pour les cibles de touristes. Donc oui, on sent que ça foisonne bien. Ça foisonne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors justement, je vais donner la parole à Sophie Plassard, puisque vous êtes chargée de mission donc entreprise B2C à l'ADEME et vous accompagnez donc les acteurs du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces acteurs réagissent à ces enjeux liés à l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience accélérée avec la crise? Alors, je vais vous décevoir, je vais dire non. Alors, ça ne va pas faire les affaires ni de Pierre, ni de Sophie, mais en fait, le chef d'entreprise de la filière tourisme, il ne se pose pas les questions de cette manière-là du tout. En fait, sa question, ça va être déjà de remplir son établissement. Ça, c'est la première question aujourd'hui. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et en fait, ils sont plus dans des questionnements très, alors comment dirais-je, précis et globaux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va être sollicité parce qu'on a un problème de ramassage de poubelles. On va être sollicité parce que les prix ont augmenté, soit pour la collecte des déchets ou parce qu'on achète un produit habituellement d'entretien et que du coup, on se dit c'est pas possible. Donc, voilà, en fait, on est interpellé par rapport à des questions qui sont liées à leur quotidien et c'est normal. Et en fait, c'est tout notre accompagnement à nous, qui est un accompagnement et technique et financier, de leur faire prendre de la hauteur et de les engager sans qu'ils s'en rendent compte forcément dans ces transitions et dans l'économie circulaire. Alors, malgré tout, dans ce que vous dites, ce sont eux qui vous contactent ou est-ce que c'est plutôt vous qui les démarchez pour essayer de les engager dans ces démarches? Non, c'est eux qui nous contactent. Et là, en ce moment, je rejoins Sophie, il y a énormément de sollicitations. On se rend compte concrètement, notamment par rapport au nombre de questionnements et de projets qui sont en train d'émerger, qu'il y a un avant et un après la crise sanitaire et que les 2 mois d'un confinement total de mars et avril ont permis à un grand nombre de chefs d'entreprise de se poser et de réfléchir justement à la manière dont ils pouvaient engager leur entreprise dans ces transitions. Et c'est vraiment à nous, du coup, de les engager vers des actions concrètes qui vont leur permettre de répondre à cette logique d'économie circulaire. Mais
j'ai jamais eu aucun chef d'entreprise qui m'a appelé en disant j'ai un projet économie circulaire. Oui, c'est plutôt des problématiques opérationnelles et à partir Tout de à là, vous fait. tirez le fil. Et justement, Tout à comment est-ce fait. que vous les accompagnez? Sur quel pan de leurs activités est-ce que vous pouvez intervenir pour entrer dans cette démarche d'économie circulaire? Est-ce que c'est juste les déchets? Est-ce que c'est beaucoup plus global? Non, c'est tout. J'ai noté là les points qu'a évoqué tout à l'heure Pierre par rapport à l'économie circulaire, parce qu'en fait, quand il parle d'éco-conception, moi je comprends très bien ce que ça veut dire et comment on peut le mettre en application. Maintenant, le chef d'entreprise, il se dit waouh, ils sont en train de nous parler d'économie circulaire, de éco-conception, mais moi dans mon quotidien, ça veut dire quoi? En fait, il y a déjà plein d'outils qui sont à leur disposition, mais ils savent pas que c'est ça. Ça fait pratiquement 11 ans qu'en Bretagne, on a des actions on a une communication très forte et un accompagnement très fort sur, la excusez-moi, j'aurais dû éteindre mon téléphone. C'est sur, l'engagement dans la certification, écolabel européen. Le référentiel écolabel européen, c'est un référentiel d'éco-conception de services. C'est clairement, vous voulez faire de l'éco-conception pour votre service touristique et hébergement touristique, allez vers le référentiel Écolabel, il va répondre à tous ces engagements-là. Et surtout, en plus aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, il y a des aides pour l'accompagnement et il y a des aides pour la certification. Donc, c'est le moment d'y aller. C'est une opportunité incroyable. On n'a jamais eu autant d'argent pour partir sur l'écolabel européen et vers cette éco-conception. Sur les questions d'approvisionnement, eh ben, clairement, l'approvisionnement, que ce soit par exemple pour un restaurant ou pour un hôtel, l'approvisionnement, ça va être les achats par exemple et de produits d'entretien ou des produits alimentaires pour proposer soit un petit déjeuner, soit un repas à un client dans un restaurant. Et ben, ces questions d'approvisionnement, ça va être de réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer à son client comme petit déjeuner, par exemple. Est-ce qu'on achète du vrac? Ben oui, c'est de l'économie circulaire puisqu'on n'a pas d'emballage. Est-ce qu'on lui propose de la crêpe faite maison? Ben, en plus, c'est local, c'est fait maison avec de la farine bio produit à 2 km. C'est topissime, c'est de l'économie circulaire. Et proposer peut-être une carte réduite ou supprimer son buffet petit déjeuner en ayant des produits très qualitatifs mais restreints, c'est de l'économie circulaire parce que derrière, on ne va pas faire de gaspillage alimentaire. Donc en fait, il y a des solutions très très simples qui peuvent être mises en place tout de suite. Et puis, Pierre parlait des 3 R. Alors c'est vrai, je l'ai dit aussi, on est souvent interrogé via la question des déchets. On travaille aujourd'hui avec l'UBHPA, qui est l'union qui accompagne l'hôtellerie de plein air, dans un programme qui s'appelle le plan camping. Et en fait, il y a une chargée de mission qui est dédiée à cet accompagnement et 50% de son temps est dédié à l'accompagnement des gérants de camping sur cette question des déchets et notamment sur la question de la réduction. Parce qu'en fait, notre propos, c'est comme l'a dit, je rebondis encore, je suis désolée sur l'intervention de Pierre, mais elle est très structurante pour le concret. C'est que aujourd'hui, il faut économiser des ressources. Et comment un chef d'entreprise dans la filière touristique peut économiser des ressources? Eh ben, c'est déjà en évitant de gaspiller. Et donc, en fait, on travaille avec les gérants de camping sur comment on met en place des actions pour éviter de gaspiller et comment on gère de façon intelligente l'évitement de ce gaspillage. Il y a une opération, une action que moi j'adore parce que je la trouve hyper intéressante, c'est la boîte à dons. Vous installez une boîte à dons à côté de l'accueil du camping, vos clients partent, ont terminé leur séjour, ils ont été chercher des brochures à l'office de tourisme, ils ont acheté 3-4 magazines, on a acheté un seau pour les gamins, mais en fait on n'a plus de place dans la voiture pour rentrer, on le met en boîte à dons et ça fait plaisir. Et c'est surtout c'est surtout des choses qui avant auraient été dans un bac et auraient été des déchets. Donc en fait, il y a des actions hyper simples qui sont pas chères, qui peuvent être mises en place tout de suite et qui vont participer à cette dynamique d'économie circulaire. Et en mettant en place toutes ces actions-là, on fait de l'économie circulaire. Et souvent, ça n'a rien coûté. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il peut même y avoir un gain économique une fois qu'on met en place
Ah, mais il y a un gain économique. J'ai envie de dire, la cerise sur les gâteaux. On voit bien dès lors qu'il y a des actions qui sont mises en place, notamment sur les territoires où il y a de la tarification incitative. Ça veut dire des bacs déchets qui vont être sortis en nombre inférieur. Moi, je reprends l'exemple des campings parce qu'il est assez emblématique, mais faut pas focaliser sur les campings. Mais j'ai un camping qui a mis en place des actions extrêmement simples, mais nombreuses et bien pensées. Avant, il avait 15 bacs qui sortaient. Aujourd'hui, il n'en a plus que 10. 5 de moins, c'est un tiers, c'est énorme. Mais au-delà de ce côté, j'ai moins de bacs, ça va me coûter moins cher, il y a aussi des questions de manutention des bacs. Et ça veut dire que pour ces saisonniers, c'est 5 bacs en moins à bouger. Et donc, en fait, tout le monde est gagnant. On trouve un bon équilibre là aussi sur le plan Exactement. social. Très bien. Pierre, Exactement. vous vouliez rebondir, je crois, je vous voyais opiner. Est-ce que l'exemple des campings vous semble être un bon exemple? En effet, je crois qu'il y a aussi des épiceries, par exemple, en vrac qui se développent dans les campings. Tout à fait, tout à fait. On travaille avec les campings pour que dans leur épicerie, ils proposent des vracs et que dans les locatifs, ils proposent des contenants pour justement le vrac. Parce que ça ne suffit pas de proposer du vrac si ensuite on n'a pas de contenant, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Donc, Pierre, oui. Oui, non, j'étais tout à fait d'accord sur les gains économiques que peuvent apporter les solutions d'économie circulaire. Est-ce que c'est mesuré ça aujourd'hui? Excusez-moi, le gain économique, est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent l'intérêt économique pour une structure à se positionner Alors, au niveau, alors des études peut-être au niveau macroéconomique, on va dire, il y en a évidemment, et je vous en ai parlé d'une tout à l'heure sur l'Europe et sur voilà, les gains que peuvent apporter l'économie circulaire en termes d'achat de matières premières. Mais plus que des chiffres peut-être plus macroéconomiques, je voulais vous partager une des expériences qu'on a pu avoir l'année dernière pendant nos webinaires avec le CRT de Bretagne. Il s'agit d'Embrun d'Herbe, donc dans le Finistère. C'est une structure, un écolieu qui a été monté par Franck et Karine, donc à Plogoff dans le Finistère, proche de la Pointe du Raz. Et je voulais rebondir là-dessus parce qu'en termes d'économie, donc alors, il se trouve que ces deux architectes de base, ils se sont implantés là-bas et au début, ils avaient simplement une chambre d'hôte et puis ils ont créé au fur et à mesure, ils ont expérimenté en fait un style d'hébergement touristique voilà, éco-conçu et ils ont vraiment pensé les bâtiments dans une logique complètement d'éco-conception. Également, le lieu a été organisé donc, sur une logique suivant les logiques de la permaculture. Et simplement, sur les bâtiments, ils ont de mémoire 8, donc potentiellement 8 lits, donc potentiellement 8 nuitées à la fois. Et grâce à l'éco-conception des bâtiments, donc l'utilisation, bon, il se trouve que c'est des architectes, donc ils s'y connaissaient, ils nous ont expliqué qu'ils dépensaient 600 € simplement pour le chauffage de ces 8 lits donc, sur l'année, donc ce qui nous a paru vraiment presque rien. Donc là, on est vraiment typiquement dans l'éco-conception de bâtiments, mais ça montre vraiment que penser le lieu dès le départ en termes d'éco-conception, ça permet vraiment de potentiellement faire des économies. Et puis, ça permet aussi d'avoir une activité, et je pense que ça parlera à pas mal de structures touristiques en ce moment qui sont davantage résilientes, dans le sens où, là, typiquement, sur ce cas d'Embrun d'Herbe, ils ont développé plusieurs types d'activités. Donc, certes, l'hébergement touristique, mais également ce qu'ils appellent un lieu de partage, donc, où ils réalisent des formations, des stages, des ateliers en lien avec un mode de vie éco-responsable. Et ils ont également une boutique qui met en avant l'artisanat local. Et cette pluriactivité, elle leur a permis, pendant le confinement, et voilà, pendant cette période de crise sanitaire, de maintenir un certain niveau d'activité. Ils ont eu également ils ont installé un coworking en fait de façon un petit peu opportuniste, on va dire, mais vraiment pertinente, qui a été très appréciée par des personnes qui ont décidé de réaliser leur télétravail depuis ce lieu-là. Donc ça leur a permis de maintenir un certain niveau d'activité pendant cette période-là. Et je reviens sur la communication. Je pense qu'allez voir le site d'Embrun d'Herbe, vous verrez que ça transparaît vraiment dans la communication, voilà, encore une fois, très transparente, parce qu'ils expliquent très concrètement ce qu'ils mettent en place, et puis vraiment authentique, où
ils parlent de leur démarche personnelle et comment est-ce qu'ils ont souhaité mettre en adéquation. Et de plus en plus, je pense, de porteurs de gérants de structures touristiques sont de plus en plus convaincus voilà, qu'il est nécessaire d'effectuer cette transition dans la manière dont on consomme, dont on se déplace, dont on va pouvoir voyager. Et pour autant, ils ont peut-être l'impression que c'est trop compliqué à l'échelle de leur structure de réaliser cette transition. Voilà, le message, c'est qu'il y a, voilà, il y a des acteurs comme la région Bretagne, comme l'ADEME qui peuvent les accompagner. Et puis, il y a en face, je pense, une demande de plus en plus forte pour ce type d'hébergement touristique ou de prestations touristiques, et que en ayant cette communication transparente et authentique, ils vont réussir à toucher des visiteurs qui sont en recherche de ça. Alors, Ouais. oui, Sophie Plassard, justement. Oui, moi j'ai quand même nous on a des exemples chiffrés très concrets quand même d'économie financière. Je vais prendre deux exemples, l'exemple d'un hôtel et l'exemple d'un restaurant. Dans un hôtel, ils ont décidé de revoir complètement leur politique d'achat de produits d'entretien. Et en fait, avant cette remise en question, ils devaient avoir une dizaine de produits différents. Ils sont partis sur des produits naturels, du savon noir, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et des lingettes microfibres. Concrètement, leur poste achat détergent a diminué de 70%. Et le produit qui était le plus utilisé, notamment pour le nettoyage des sanitaires et des salles de bain, leur coûtait avant 9 € le litre. Et là, ils sont passés en dessous d'1 € le litre. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et le poste produit d'entretien dans un hôtel, c'est un poste très, très important. Donc, une diminution de 70%, ça veut dire qu'on peut investir dans autre chose. Et en plus, comme c'est des produits naturels, c'est souvent aussi, et moi j'y tiens beaucoup sur ce point-là, beaucoup mieux perçu et apprécié de la part des employés qui n'ont pas forcément, notamment les chambres de voilà, c'est quand même important d'avoir cette notion-là. C'est-à-dire que les engagements dans la transition ou l'économie circulaire, ça aussi valorise la politique sociale et la manière d'engager toute l'équipe dans cette solution-là. Donc voilà, il y a cet exemple-là. Donc 70%, je trouve que c'est énorme, mais c'est important. Et ça veut dire qu'ils sont passés donc de maintenant à 4 produits, je crois, maximum. Donc ça aussi, ça fait de la place dans les placards et ça permet aussi d'acheter en plus grosse quantité. Donc c'est important à noter. Et puis l'autre exemple, c'est celui d'un restaurateur qui a décidé vraiment de revoir complètement sa carte, qui était plutôt sur une carte très complète. Donc ça veut dire beaucoup de produits de remise en comment dirais-je, en température, et donc du coup avec un nombre important de déchets d'emballage, etc. Et en fait, il a décidé de revoir sa carte en étant sur plutôt des produits de saison, des produits bio, avec un plat végétarien, un plat de poisson, un plat de viande. Et donc du coup des produits qui individuellement sont beaucoup plus chers, mais du coup avaient beaucoup moins de gaspillage et avec une notion du coup comment dirais-je, la préparation était beaucoup plus simple et au final beaucoup plus circonscrite. Et tout ça pour dire que le gaspillage alimentaire a été réduit de façon considérable. On l'a évalué ensemble. Et donc, c'est un restaurant qui avait 50 couverts, donc qui a 50 couverts par service. Et on a évalué avec lui, et il nous l'a confirmé l'année suivante, à une économie financière de 50 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, le gaspillage alimentaire avec cette cuisine-là, c'était comme s'il mettait 50 000 € dans sa poubelle directement. Et ça, c'était juste comment dirais-je, le poste achat. C'est-à-dire que dans le gaspillage alimentaire, il y a aussi les coûts énergétiques liés à la conservation, les coûts énergétiques liés à l'entretien, etc. Donc là, c'est deux exemples qui montrent que s'engager dans ces démarches-là, en fait, c'est juste normalement du bon sens, quoi. Oui, tout à fait. Et on peut l'étendre justement à des solutions aussi de mobilité. Vous me parliez de solutions de transport de bagages, par exemple, pour inciter aussi les visiteurs à venir chez vous en prenant le train ou permettre, bien s'ils ont des bagages, d'aller les récupérer plutôt.
je ne sais pas si ça fait écho. Je crois que c'est vous, Sophie Plassard, qui me parliez de ça, de cette idée de... Ah non, pas du tout. Alors, j'avais entendu parler de ça. C'est-à-dire que pour inciter les gens qui ne viennent pas en voiture, de proposer des solutions de portage de bagages, en vélo électrique, par exemple. Voilà, ça fait partie un petit peu de tout ce panel de solutions et d'outils qui peuvent être déployés. Donc, c'est très riche. Et alors, oui. Ce que je peux dire aussi, c'est que tout à l'heure, là, on parlait de la crise Covid et le plan de relance et les aides de la région. Oui. Dans le cadre du plan de relance, il y a un dispositif qui est ouvert à toutes les PME, qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique, qui est opérationnel déjà depuis 3 semaines et qui permet justement de financer des tout petits équipements, mais qui vont rentrer justement dans ces solutions d'économie circulaire, comme des composteurs, comme comment dirais-je, des bacs consignes pour des bacs consignés pour la livraison, etc. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie opportunité à s'engager parce qu'il y a des financements, il y a des actions concrètes à mettre en place et c'est le bon moment. Pour autant, est-ce que toutes les structures peuvent le faire? Ça, c'est une vraie question. Les petites, les grandes, les moyennes, les plus anciennes. Il n'y a pas de raison, tout le monde. Tout le monde à son niveau, à son échelle, peut avoir une action. Sophie? Oui, tout à fait. On est amené au quotidien à accompagner des gros projets hôteliers qui voient les choses en grand, et puis des petites startups qui se créent, qui proposent des petites solutions. C'est vrai qu'on intervient auprès de tout le monde, que ce soit les collectivités ou les entreprises plus ou moins grandes. On intervient en fait sur 3 niveaux. En fait, notre offre de service, si je puis dire, à la région Bretagne, se structure en 3 niveaux. D'une part, on a un rôle vraiment de mise en lien avec les réseaux. C'est-à-dire que quand un porteur de projet, qu'il ait un projet plus important ou avec une grande dimension ou plus petit, il a besoin d'être mis en réseau, d'avoir des retours d'expérience, de rencontrer des acteurs qui l'accompagneront sur du développement d'entreprise via des technopoles, via les structures d'incubation de projets, les tags à échelle territoriale, etc., pour les projets d'économie sociale et solidaire, etc. Ils ont aussi besoin d'être mis en lien avec des structures qui leur apporteront peut-être des solutions. Avec des startups. Des startups également, et c'est pour ça qu'on collabore de manière très, très étroite avec Circulaire. Et donc, toute cette mise en réseau, en fait, elle est super importante, et c'est vraiment le rôle de la région que de s'emparer de ce sujet. Après, comme le spécifiait Sophie Plassard, via le plan de relance, il y a énormément d'appels à projets qui sont en train de se lancer là, depuis quelques semaines, quelques mois, à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Il y a des appels à projets territoriaux, il y a des appels à projets divers et variés portés par différentes collectivités. Donc là, on a aussi, nous, ce rôle de facilitateur pour aller chercher des financements. Et le 3e niveau, bien évidemment, un peu comme l'ADEME, c'est finalement un niveau d'accompagnement technique où là, on va pouvoir, en fonction des sujets, faire appel aussi à notre réseau pour accompagner les porteurs de projets, leur transmettre des retours d'expérience intéressants, des études qui ont déjà été menées, etc., pour leur faire gagner du temps. Parce qu'on sent bien que ces sujets-là sont souvent des sujets d'innovation qui nécessitent du temps. Le temps, c'est de l'argent quand on est entrepreneur. Et donc, on essaie de faciliter ça. Bon, avec nos petits moyens, on est une équipe de 7 personnes, mais on travaille beaucoup en partenariat avec les différents réseaux. Très bien. Donc, le message aujourd'hui, c'est lancez-vous, on va vous aider, on peut vous aider. Si je comprends bien. Alors, est-ce qu'on a le temps pour quelques questions du public? Alors, voici la première. Faut-il faire table rase et ou que faire sur le bâti existant? Est-ce que vous avez quelques exemples en la matière? Donc là, sur effectivement... Moi, j'aurais peut-être un exemple. Je pense que sur l'économie circulaire, c'est vraiment une très bonne question, parce que je pense que la première question à se poser, c'est déjà qu'est-ce qui existe qu'est-ce qu'on a déjà utilisé comme matériaux, comme ressources, etc., avant d'aller chercher et puiser des nouvelles matières vierges. Et pour ça, je voudrais vous montrer l'exemple, si j'arrive à le partager. Un exemple qu'on a mis en avant dans le cadre des webinaires sur le tourisme durable, c'est celui de Bateau. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une structure qui a été montée par Didier Toquet à Rezé, en Loire-Atlantique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il revalorise en fait des bateaux de plaisance pour en faire potentiellement des hébergements touristiques
après les avoir rénovés, mais également des lieux de coworking ou des jeux pour enfants potentiellement. Ils sont partis d'un constat qui était qu'il y avait 1 million de bateaux de plaisance en circulation en France. 90, ils se sont posé la question de la fin de vie de ces bateaux de plaisance. Ils se sont rendus compte en faisant des recherches que 90% de ces bateaux étaient constitués de polyester, donc un dérivé du plastique et donc du pétrole. Et qui n'étaient non revalorisables en fin de vie, donc qui étaient soit mis en décharge, soit incinérés. Mais par contre, ça restait un matériau qui avait de l'intérêt, qui était résistant. C'est pour ça qu'il a été utilisé pour faire ces bateaux de plaisance. Et donc, du coup, ça montre bien cette thématique de la réutilisation, de partir de l'existant et de pouvoir essayer de façon très imaginative. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'économie circulaire, c'est le côté ludique et le côté créatif et développer des imaginaires, se creuser la tête pour se dire, bon, là, j'ai cette ressource, j'ai ce matériau, j'ai cet objet. Il n'a pas forcément été conçu de base pour devenir un hébergement touristique ou un jeu d'enfant, mais tout en respectant les normes, évidemment, j'imagine notamment dans le cadre des jeux d'enfants. Comment est-ce que je vais pouvoir le réutiliser pour pouvoir lui donner une seconde vie? Et ça montre bien aussi la thématique de la mutualisation. Un objet, un lieu va pouvoir avoir plusieurs usages potentiellement et ne pas rester figé sur un lieu, un usage. Très bien, merci beaucoup pour cet exemple. Alors une seconde... Sur l'exemple, oui, il y a un autre exemple aussi qui est clairement par rapport à la question, c'est vous avez l'hôtel de la mer à Brignogan, qui, dans le cadre de sa rénovation, a fait un travail très, très intéressant en travaillant avec une association d'insertion qui a travaillé en fait au démontage notamment des salles de bain qui étaient anciennes, mais dont l'équipement était encore utilisable, mais qui ne pouvaient pas être conservés parce que le standing du projet n'était pas cohérent. Et donc, en fait, salle de bain par salle de bain, tous les équipements ont été démontés minutieusement de façon à être réutilisés par ailleurs pour d'autres projets qui étaient plus dans une logique plus historique, on va dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une seconde question qui vous cite, Sophie Plassard. Comme le dit Sophie Plassard, il est crucial de vulgariser l'économie circulaire, mais aussi toute démarche environnementale et sociétale. À l'heure où de nombreux acteurs jouent leur survie, un discours abstrait ne passera pas et fera plus de mal que de bien. Comment un prestataire comme Circulaire peut aider? Donc c'était une question pour Pierre Georgin. L'idée, c'est vraiment de passer, je rejoins complètement, l'idée, c'est vraiment de passer au concret. Je pense qu'on a beaucoup d'acteurs qui ont proposé peut-être des prestations pour faire des audits, et c'était très important, faire des audits, voir un petit peu l'existant, montrer les performances énergétiques, les performances en termes d'analyse de cycle de vie des processus de production ou des services. Et je pense que ça a vraiment son rôle à jouer, aussi peut-être des stratégies, des documents stratégiques qui ont leur importance également. L'idée, c'est pour nous, en tout cas, de vraiment passer à l'opérationnel, passer à l'action. Et pour ça, nous, la manière dont on les aide, c'est de les mettre en relation avec des porteurs de projets, des porteurs de solutions qui apportent des solutions très concrètes. Après, on se pose toujours la question, pour revenir à une remarque que vous aviez tout à l'heure, Swen, c'est à qui est-ce que ça s'adresse, à quel type de structure touristique. Et il faut être très clair, certaines solutions très innovantes de start-up ne vont pas forcément s'appliquer à l'échelle d'une toute petite unité, un établissement touristique. Mais l'idée, c'est qu'il faut mailler le territoire de solutions à échelle différente. La solution bateau, elle pourra potentiellement être utilisée à l'échelle peut-être d'un camping, peut-être pas à l'échelle d'une chambre d'hôte. Par contre, à l'échelle d'une chambre d'hôte, comme le disait Sophie Plassard tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place en termes pour éviter le gaspillage, pour développer le compostage. Rien que ça permet de limiter énormément la production d'ordures ménagères et donc la facture en termes de gestion des déchets. Donc voilà, il y a des solutions pour tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur le concret.
Il faut féliciter tous ces porteurs de solutions qui ont compris que l'économie circulaire, c'était un modèle d'avenir et ça pouvait être une source de création d'emplois, de création d'entreprises innovantes et qui sont utiles pour, y compris pour des structures touristiques. Merci. Nous avons donc une autre question. Comme disait Sophie Plassard, est-ce qu'il y a une étude sur du concret, tel que le camping donné en exemple? Cela pourrait être un outil pour aider d'autres structures sur le territoire. Est-ce qu'il y a des études, Sophie, sur le camping? Oui, il y a des études. Après, moi, je suis toujours gênée d'utiliser des études et d'extrapoler, surtout sur la filière touristique, où en fonction de la catégorie de l'entreprise, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de sa cible, etc., c'est très, très différent d'une entreprise à l'autre. Donc, à manier avec précaution. Voilà, c'est ça. Donc oui, on a des études. Vous allez sur la médiathèque de l'ADEME, vous allez trouver des études sur ces sujets-là. Mais voilà. Moi, je suis toujours quand même plutôt adepte de la solution pensée en interne et penser avec ses salariés, parce qu'en fait, souvent, les solutions, elles sont en interne et en partager avec... prendre juste un temps, 1 heure avec ses salariés et puis débriefer sur les problèmes, les difficultés, trouver des solutions, c'est toujours hyper intéressant. Moi, j'ai en tête un hôtel sur Rennes qui fonctionne avec la boîte à idées et en début de chaque réunion sort les idées qui ont été mises pendant les 15 jours qui ont précédé la réunion. Sur ces sujets-là, c'est souvent, voilà, on a les idées en interne et il faut vraiment s'appuyer sur l'interne. Très bien. Alors, est-ce qu'il nous reste une autre question? Un petit peu de temps, mais oui, il y a beaucoup de questions. Alors, pour proposer des balades nautiques à bord d'un voilier en bois éco-conçu, éco-construit, éco-navigant et qui sera éco-déconstruit, quelles seraient les aides à la construction? C'est une question pointue. Est-ce que vous voulez que je la répète? Avec plaisir. Alors, on nous demande, pour proposer des balades nautiques à bord d'un voilier en bois éco-conçu, éco-construit donc avec du bois local, éco-navigant puisqu'on utilise du vent, qui est une énergie inépuisable, et qui sera éco-déconstruit, donc recyclé ou upcyclé. Quelles seraient les aides à la construction? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour ce type d'offres, de projets? Nous, ce qu'on va regarder côté région Bretagne, déjà, c'est de savoir si c'est un projet qui est... donc là, avec ces quelques mots, c'est difficile d'avoir une réponse très, très droite. Et je crois qu'on a eu cette sollicitation-là il y a peu de temps. Elle est en cours d'étude. Déjà, ce qu'on va chercher à savoir, je vois le sourire de Sophie Plassard. On est en circuit très court sur les rencontres du tourisme de Bretagne. Voilà. Ce que je vois, c'est que déjà, il faut voir quel est le niveau d'innovation. Nous, à l'échelle régionale, on va vraiment accompagner les porteurs de projets qui vont devoir trouver des solutions qui n'existent pas aujourd'hui sur le territoire. Donc après, soit on est vraiment sur des démarches très innovantes et auquel cas, on va chercher à financer le projet via les aides proposées par la région Bretagne sur les questions d'innovation, sur des appels à projets très spécifiques et très techniques proposés par l'ADEME. Donc là, j'invite vraiment ce porteur de projet à prendre connaissance de tous les appels à projets, les multiples appels à projets lancés dans le cadre du plan de relance. Donc ça, c'est vraiment pour la partie vraiment innovation. Après, quand on voit qu'il y a vraiment un vrai enjeu sur le territoire, que ça va apporter de l'activité touristique, que ça va aussi permettre d'employer des salariés, qu'il y a vraiment une dynamique très, très positive sur le territoire, on peut aussi demander aux collectivités, aux communautés de communes, voire même à la direction économique de la région de Bretagne, de donner un petit coup de pouce financier sur l'investissement ou du fonctionnement. Donc on trouve toujours d'une manière ou d'une autre des solutions. Après, chaque exemple est vraiment très spécifique et il faut un petit peu creuser. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments. Oui, Sophie Plassard? Ouais, je vais rebondir sur ce que dit Sophie. On va forcément regarder le côté innovant. Pour un projet comme celui-là, la question première que je vais me poser, ça va être c'est quoi la différence par rapport à un vieux gréement?
un vieux gréement en Bretagne, c'est en bois, ça fonctionne avec le vent, ça participe à l'expérience touristique. Donc, c'est quoi l'intérêt de ce projet-là? Je vais d'abord regarder ça, après je vais regarder son impact environnemental. Et si c'est pour faire quelque chose qu'on faisait déjà avant, mais qu'on faisait plus parce qu'on utilisait du plastique, ça va pas forcément être innovant, même si aujourd'hui, par rapport au porteur de projet, il va trouver son projet innovant. En tout cas, que le porteur de projet qui a posé cette question-là n'hésite pas à nous recontacter pour qu'on prenne contact avec lui, et main dans la main avec le service tourisme et le service des voies navigables également. Oui. Très bien, merci beaucoup. Et la dernière question. Pour les embruns d'herbe, par exemple, quel a été le soutien financier de la région? Alors, Pierre ou Sophie? Eh bien, pour ce qui est de la région Bretagne, côté direction de l'environnement, aucun. On n'a pas du tout été en lien avec ce porteur de projet. Réponse claire, courte, brève. Après, il faudra... je ne me suis pas renseignée auprès du service tourisme, mais le service tourisme a également une enveloppe budgétaire pour accompagner les porteurs de projet. D'accord. Pierre, peut-être que vous avez plus d'informations Non, pas spécifiquement. Je ne crois pas qu'ils aient été accompagnés par la région Bretagne pour le coup. Mais par contre, je pense qu'il faut retenir également, c'est que des solutions d'économie circulaire, je pense que la problématique du modèle d'affaires, elle est vraiment primordiale. Et il y a vraiment des modèles hyper intelligents, très économes et très intelligents qui peuvent être montés et qui permettent d'avoir aussi une autonomie financière sur son projet vraiment d'économie circulaire. Encore une fois, on part de l'existant. Donc déjà, on part d'une ressource qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter. On a même des innovateurs dans l'économie circulaire qui se font payer pour récupérer des déchets, ce qui est, pour certaines entreprises, en tout cas, sont des déchets qui payent actuellement pour revaloriser ces déchets. Donc, il peut y avoir un entrepreneur qui peut venir et dire moi, je récupère votre déchet, vous me payez peut-être moitié moins que vous auriez payé à l'opérateur de gestion des déchets. Donc, il se fait payer dans un premier temps et puis après, il va pouvoir peut-être revaloriser cette ressource qui n'est pas un déchet, c'est une ressource pour en faire quelque chose d'autre. Donc, il y a des modèles d'affaires à imaginer qui sont innovants, qui sont intéressants et qui ne nécessitent pas forcément de coup de pouce initial. Après, c'est sûr que c'est une prise de risque, mais on le voit, on peut vous le confirmer. Il y a des centaines d'entrepreneurs comme ça partout en France qui se lancent sur ce type de modèle-là. Très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on peut dire, d'après vous, que le secteur du tourisme en Bretagne a engagé sa mue pour intégrer une économie circulaire. Est-ce qu'on en est au balbutiement? Est-ce qu'il y a vraiment un élan qui va permettre d'accélérer ce mouvement? On est dans une dynamique constante, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on parlait de tourisme durable, de slow tourisme. Maintenant, on parle de tourisme circulaire. On est dans la continuité, mais on sent que de toute façon, les cibles de touristes sont de plus en plus sensibilisées à ces enjeux-là. Et donc, naturellement, en fait, les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, s'y engagent. Ouais. Très bien. Pierre et Sophie, peut-être le mot de la fin. Ouais, moi, je pense que en Bretagne en particulier, on est vraiment en train d'arriver sur une situation de maturité par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est énormément sollicité, il y a énormément de projets et on n'a même plus besoin d'expliquer l'intérêt et le bénéfice qu'ils peuvent avoir quand d'autres régions se posent encore la question de l'intérêt d'aller vers cette direction-là. Donc, oui, on est plutôt on est sur les rails et il faut juste passer la vitesse suivante. Derrière. Très bien. Pierre, peut-être un dernier mot? Oui, je ne suis pas forcément spécialiste du tourisme et je ne peux pas forcément comparer avec d'autres régions et ce n'est pas forcément le but non plus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au travers du travail qu'on a réalisé avec le CRT, la région Bretagne et Sensations Bretagne l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement tout un maillage en fait, de solutions et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'il y en a qui existent dans tous les territoires et ça peut être des solutions vraiment très locales, mais c'est là où, à mon avis, l'économie circulaire prend tout son sens. Et c'est là où elle peut apporter le plus de bénéfices quand effectivement c'est des boucles les plus locales possibles qui peuvent être mises en place. Et en Bretagne, vous avez cette chance-là d'avoir vraiment des entrepreneurs à portée de main sur vos différents territoires. Donc profitez-en.
Très bien. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi d'animer cette table ronde des rencontres du tourisme de Bretagne avec beaucoup de projets très enthousiasmants et un bel élan. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.